Bienvenue dans Budget Chéri, le podcast qui parle d'argent, de thunes, de pognon de manière simple, décontractée et fun. Je suis Delphine Pinon, je suis coach en finances personnelles, c'est-à-dire que j'accompagne les personnes qui stagnent dans leur épargne et dans leurs projets à se choisir une nouvelle vie prospère. Ce podcast, c'est mon kiff personnel que vous êtes déjà désormais plus de 25 000 à écouter chaque mois. Merci à vous. On y parle de vos préoccupations d'argent au quotidien, c'est-à-dire par exemple, comment faire comprendre à ses amis qu'on n'a pas le même train de vie, par où commencer pour préparer sa retraite, ou encore pourquoi est-ce que je préfère acheter une perceuse plutôt que de l'emprunter à mon voisin. Si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast, je vous souhaite la bienvenue, mettez-vous à l'aise, on va parler d'argent franchement. Sachez que vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, le compte c'est Budget Chéri tout simplement, c'est là où je suis la plus active et il y a aussi le compte de Imo Chéri où je partage mes aventures immobilières et notamment les chantiers qui sont en cours. Vous êtes un peu plus d'une dizaine à avoir pris le temps de laisser un commentaire sur Apple Podcast depuis le dernier épisode. Alors un grand merci, voilà, 1000 merci à tous ceux qui ont pris ce temps. Et je voulais aussi accueillir chaleureusement toutes les personnes qui m'ont découverte grâce à Tony qui m'a reçu dans son podcast Une vie de liberté pour une causerie qui m'a vraiment profondément marquée. D'ailleurs, je crois que c'est une causerie qui vous a beaucoup plu. J'ai reçu beaucoup de messages suite à cet épisode que j'ai tourné sur le podcast de Tony. Et d'ailleurs, si vous ne connaissez pas encore Tony, je vous invite à aller découvrir là tout de suite, maintenant. Interrompez-vous. Non, juste après, c'est mieux. Allez découvrir le podcast de Tony, Une vie de liberté. Et il a aussi un autre podcast avec son ami Yann, les Gentlemen Investisseurs. Voilà, vous savez tout. Venons-en maintenant à l'épisode du jour. J'ai invité Marie Duboin, que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, à travers son blog La Salade à tout ou à travers le groupe Facebook Gestion budgétaire, entraide et minimalisme qu'elle a co-créé avec Herveline Giraudot et qui compte désormais près de 200 000 membres. Et enfin, peut-être que vous connaissez Marie également comme auteure de 2 ouvrages sur la surconsommation. Quand j'ai contacté Marie, je me suis vraiment dit, honnêtement, qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter de plus, elle et moi, sur la surconsommation qu'on n'ait pas déjà dit nous-mêmes ou qu'on n'ait pas déjà entendu un peu partout. Parce que voilà, j'ai tellement l'impression que tout a été dit et entendu sur ce sujet que honnêtement j'avais peur de tourner en rond avec cet épisode. Et rassurez-vous, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Au lieu de ça, je me suis éclatée à tourner cet épisode et surtout, franchement, cette causerie m'a décoiffée. C'est le mot. Je me suis même pris quelques belles prises de conscience en pleine face, en live, pendant l'enregistrement. Donc voilà ce que j'espère vous attend aussi. Voici les questions auxquelles Marie a bien voulu répondre, tout simplement qui est-elle, d'où vient-elle, comment en est-elle arrivée à devenir porte-drapeau du minimalisme en France? Se voit-elle d'ailleurs elle-même comme un porte-drapeau? Mieux consommer, est-ce l'apanage des riches? Est-ce que le minimalisme est plus qu'une simple tendance? Et quel message porte-t-elle à travers la fameuse méthode bisou qu'elle a inventée avec Herveline? Ça, c'est autant de questions que je lui ai posées et qui ont jalonné tout ce long entretien que je vous propose aujourd'hui. Vous allez découvrir un épisode qui est plus engagé que d'habitude, plus militant, plus politique aussi. Et personnellement, moi, je trouve que ça fait du bien. Donc voilà, en tout cas, c'est ce que j'ai à vous proposer aujourd'hui. N'hésitez pas à prendre des notes, à noter en fait ce qui vous passe par la tête en écoutant l'épisode. Je trouve ça toujours assez intéressant. Moi-même, je le fais quand j'écoute certains podcasts. Voilà, j'en dirai pas plus sur ce. Je vous laisse en notre compagnie. Salut Marie! Bonjour Delphine. Certains te connaissent, tu n'es pas inconnue, tu n'es pas totalement anonyme Marie. Alors en fait, il y en a plein qui te connaissent sans te connaître et puis il y en a qui te connaissent déjà parce que tu as écrit des livres, parce que tu as créé, même si tu ne t'en occupes plus de près, mais tu as créé une énorme communauté de près de 200 000 personnes. On va en reparler de tout ça. Mais donc, ton nom dit peut-être quelque chose aux auditeurs qui vont nous écouter. Je vais te présenter tout simplement. Marie Duboin, donc tu es
blogueuse. On te connaît pour être la blogueuse derrière La Salade à tout, c'est ça, c'est le nom de ton blog? Tout à fait. Pour avoir écrit 2 ouvrages avec une acolyte dont on va reparler aussi. J'arrête de surconsommer, 21 jours pour sauver la planète et mon compte en banque, que tu as écrit donc avec Herveline Giraudot, ta meilleure amie de cœur, ta sœur de cœur. Et puis un deuxième ouvrage qui s'appelle L'abus de consommation responsable Ma rend. moitié de pommes bio. C'est ça que j'ai vu dans la moitié de pommes bio. L'expression est magnifique. Et puis, donc, vous avez écrit ces 2 livres ensemble. Et avant ça, même si en fait, la chronologie n'est pas tout à fait exacte, mais avant ça, vous aviez cofondé toutes les deux un groupe Facebook qui, je pense, vous a largement dépassé en termes d'ambition. Puisque aujourd'hui, aux dernières nouvelles, on est à pas loin de 200 000 membres sur ce groupe, dont du coup, vous ne vous occupez plus parce que voilà, il est beaucoup plus, il a fait sa vie et il a largement dépassé, j'imagine, les ambitions que vous aviez au départ. Oui, oui, c'est ça. En fait, il est tellement énorme que maintenant, nous, on s'occupe des personnes qui s'occupent du groupe. Alors, on l'aura compris du coup, avec tout ce que je viens de dire. J'ai même pas cité le nom du groupe d'ailleurs. Gestion budgétaire, entraide et minimalisme pour les gens qui ont envie de s'intéresser au sujet, parce que le sujet du jour, effectivement, on va parler de surconsommation, de consommation tout court, de minimalisme, puisque c'est les sujets, et d'écologie aussi d'ailleurs. C'est les sujets dont vous vous êtes saisis toutes les deux, Herveline et toi. Et moi, j'ai voulu qu'on échange aujourd'hui parce que bah, c'est un thème que j'adore, hein. La consommation, la surconsommation. J'ai l'impression que c'est un puits de. Enfin, on n'a pas fini de s'interroger sur ces sujets-là. Donc voilà, je voulais comprendre. Bref, je sais pas s'il y aura un fil conducteur à cet épisode, mais moi j'avais déjà envie de comprendre bah, d'où tu viens, voilà, c'est quoi ton histoire, comment t'en es arrivé à créer finalement presque un mouvement, hein. Tu me diras d'ailleurs si tu te sens un peu porte-drapeau de ce mouvement-là ou pas. Mais voilà, c'est un peu tout ça que j'avais envie de savoir, en plus évidemment de parler de ces thèmes-là. Donc j'espère que le programme, je suis sûre que le programme te réjouit. Bon, complètement. T'as bien raison. Alors, commençons par le commencement. Ce qu'on ne sait moins sur toi, dis-nous un petit peu d'où viens-tu, dans quel milieu tu as grandi et puis comment t'en es arrivé à où tu es aujourd'hui, comment tu en es arrivé à te saisir de ces sujets-là et puis finalement à en faire aujourd'hui ton métier, puisque c'est devenu ton métier par la force de la passion, et puis ça l'était pas du tout au départ. Non, non, pas du tout. En fait, moi, je viens d'un milieu où ces sujets n'étaient pas du tout des sujets. C'était pas abordé, on n'en parlait pas du tout. Je viens d'un milieu économiquement moyen, je dirais, voilà. Mes deux parents étaient employés, mes parents sont divorcés. Euh, je n'ai pas connu la pauvreté, la boule au ventre des huissiers qui sonnent à la porte, etc., mais pas non plus l'opulence. J'ai toujours vu ma mère faire ses comptes, donc pour moi, la question de l'argent, en fait, et de la gestion de l'argent, pour moi, ça faisait partie du quotidien, comme faire à manger, comme faire le ménage. C'était une tâche classique du quotidien. Voilà, parce que bah, il fallait quand même compter, il fallait prioriser les dépenses, mais sans pour autant se rendre malade avec ça. Par contre, la préoccupation écologique, sociale, voilà, environnementale, mais même plus loin de politique ou de justice sociale, ça, c'était complètement étranger à ma famille. Je ne viens pas du tout d'une famille militante, je viens d'une famille de consommateurs lambda, vraiment lambda. Et je pense que ça m'aide encore aujourd'hui à me mettre dans la tête des gens qui ont du mal avec cette démarche. Comment, du coup, j'en suis arrivée là un peu toute seule dans mon coin. C'est au moment de la naissance de mon fils en 2008, où en fait, quand il est né, il y avait plusieurs polémiques qui étaient en cours. Il y avait la polémique du bisphénol A, donc c'est ces molécules de plastique qui migrent dans les aliments quand on réchauffe les aliments dans du plastique. Donc déjà, il y avait ça.
ce qui posait la question pour les biberons. Donc j'étais là, ah bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour mon bébé et tout. Et la deuxième polémique qu'il y avait en cours, c'était les perturbateurs endocriniens. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais début 2008, pour moi, c'était une découverte que dans certains produits, notamment cosmétiques, il pouvait y avoir des agents cancérogènes, très irritants, voilà, qui perturbaient la thyroïde et tout. Et je me suis dit, mais en fait, c'était pour moi le début d'une prise de conscience que les produits qu'on consomme tous les jours, dans notre vie de tous les jours, voilà, on va faire ses courses au supermarché, puis de manière assez automatique, on met les trucs dans notre chariot sans trop se poser de questions. Euh, et ben en fait, si, ça serait peut-être bien de se poser des questions là-dessus parce que ça a un réel impact sur l'environnement, sur la santé et tout ça. Et il a vraiment fallu que j'attende d'avoir 25 ans pour avoir cette prise de conscience. Donc c'est par cette toute petite lorgnette que je suis entrée dans le monde vaste et immense et infini du questionnement sur la consommation. J'imagine, j'imagine du coup que de la prise de conscience dont tu me parles jusqu'au passage à l'action, ça n'a pas dû être, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Euh, comment toi t'as vécu les choses en 2008? Ouais, alors pas du tout, hein, ça a été très 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 long pour moi. J'ai pris les choses vraiment petit à petit, c'est-à-dire découverte par découverte, petite chose par petite chose. Tu vois, éviter de prendre des biberons en plastique, essayer de passer à des cosmétiques bio, ceci, cela. Je tâtonnais vraiment, d'autant plus que, comme je te le disais au début, j'avais personne dans mon entourage avec qui en parler puisque ça n'intéressait pas grand monde. Et du coup, à ce moment-là, je me suis un peu tournée vers Internet pour essayer de voir s'il y avait des gens qui étaient eh ben, un peu intéressés, enfin qui avaient les mêmes questionnements que moi. Et il se trouve qu'à cette époque-là, eh ben, on n'en parlait pas du tout autant qu'aujourd'hui, hein. Pourtant, tu vois, c'était il y a 13 ans et j'ai l'impression qu'il y a 3 générations d'écart entre il y a 13 ans et aujourd'hui en termes vraiment d'avancée, de prise de conscience et même d'évolution de l'offre et tout, quoi. Résultat des courses sur internet, je tombais sur soit des personnes qui étaient dans une démarche écologique très 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 avancée, qui habitaient dans des habitats légers, limite qui n'avaient pas d'électricité et qui vivaient dans le fond de la forêt, voilà, en ermite quoi. Soit des gens qui en avaient strictement rien à faire, mais je trouvais pas de gens comme moi, c'est-à-dire de monsieur et madame tout le monde qui avaient envie de d'améliorer sa consommation, de consommer mieux, d'une manière plus juste et plus écologique. Je trouvais pas ça. Du coup, j'ai lancé un blog. Alors là, j'ai avancé petit à petit sur mon chemin de mon côté pendant plusieurs années, hein. Et j'ai lancé mon blog en 2014. 2013, ouais, 2013-2014, un truc comme ça, effectivement. Et pour documenter mes petites avancées, pour voir, pour parler avec des gens, hein, en fait. Et donc effectivement, j'ai trouvé de l'écho. J'ai aussi du coup été pas mal sur Facebook où j'ai découvert des groupes autour du minimalisme, des groupes autour du zéro déchet, des groupes autour du végétarisme et du véganisme. Il y avait aussi des groupes autour de la gestion du budget. Moi, par contre, c'était pas tellement une préoccupation pour moi à la base, donc je n'y allais pas, mais Herveline y allait. Et justement, j'ai rencontré Herveline sur ces différents groupes Facebook. À la base, avec Herveline, on s'est vraiment rencontrés via Facebook, hein. On n'habite pas du tout dans la même région, on n'était pas amenés à se rencontrer, si ce n'est que on avait des préoccupations communes en fait. Comme on se retrouvait de groupe en groupe, qu'on avait chacune un blog qui faisait écho à ce que racontait l'autre, c'était un petit peu voilà le rassemblement des deux moitiés de pommes bio sur Internet. Oh, quelqu'un qui a les mêmes préoccupations que moi et quelqu'un qui a une vision assez globale comme moi, c'est-à-dire que s'engager à fond dans le zéro déchet,
ça nous motivait pas. Pour nous, c'était pas suffisant en fait. Chaque problématique, tu vois, coupée en compartiments. Le minimalisme ne suffisait pas. On avait une vision beaucoup plus globale de la consommation et on avait conscience toutes les deux que un des freins principaux pour se lancer et durer dans une consommation raisonnée, eh bien, c'était le budget. Puisque de groupe en groupe, on voyait partout cette problématique revenir, c'est-à-dire moi, je peux pas manger bio parce que ça coûte trop cher, j'ai pas les moyens. Moi, je peux pas acheter une pièce, un objet, un vêtement éthique parce que ça coûte trop cher, j'ai pas les moyens. Et on s'est dit, plutôt que de passer notre vie à papillonner dans des espaces compartimentés, si on créait notre propre espace, mais notre but c'était que les gens passent à l'action. Notre but c'était pas de redonner les mêmes astuces qu'on lisait partout. C'était vraiment que les gens changent des choses dans leur vraie vie, quoi, dans leur quotidien. Et donc pour ça, quoi de mieux que de s'attaquer au budget. On aimait bien cette problématique toutes les deux parce que moi, au niveau professionnel, j'étais assistante sociale, donc la question du budget et notamment la question des budgets précaires m'intéressait énormément. Et Herveline, elle, avait été confrontée à des problèmes de budget, c'est ce qu'elle raconte dans le début de notre livre, c'est-à-dire que elle était prise dans une consommation et même dans une surconsommation, même classique dans son couple, dans sa famille, à un certain moment. Et il se trouve que son mari a fait un burn-out, a tellement vouloir travailler, a tellement se tuer à la tâche pour ramener de l'argent pour sa famille, argent qui claquait allègrement, finalement qui arrivait mais qui filait aussitôt, et ils étaient dans une angoisse permanente. La surconsommation ne les rendait pas heureux, clairement, et il en est arrivé à faire un burn-out. Et donc, problème non seulement de santé, mais de revenus qui chutent. Donc pour eux, ça a vraiment été l'ouverture des yeux sur la priorité, quoi. C'est quoi la priorité dans notre vie? C'est d'être apaisé, d'être en bonne santé. C'est certainement pas de gagner plus d'argent. Et donc eux, c'est par la force des choses qu'ils ont dû apprendre à consommer différemment. Donc tout ça pour dire que la question du budget nous traversait toutes les deux et qu'on avait expérimenté ça toutes les deux. Et c'est comme ça qu'est né en fin 2015 notre groupe Facebook Gestion budgétaire, entraide et minimalisme, pour aider les gens concrètement, vraiment concrètement, à passer à une consommation plus raisonnée, notamment par le biais de la gestion du budget. Et du coup, la question directe que j'ai envie de te poser là, c'est, tu me disais tout à l'heure, pour les gens, souvent consommer mieux, c'est forcément plus cher. Est-ce que pour toi, c'est le cas? Alors, c'est le cas, oui, si on n'a pas une vision globale de la consommation. Pour nous, pour Herveline et moi, une consommation raisonnée, c'est consommer moins et mieux. Et souvent, on a tendance à se pencher sur le consommer mieux, alors que le consommer moins est une clé vraiment très importante qu'on a tendance à délaisser. Du coup, c'est pour ça que quand on s'attaque au budget, évidemment, je vais pas te dire qu'un kilo de tomates bio coûte moins cher qu'un kilo de tomates pas bio, c'est pas vrai. Enfin, je veux dire, on va pas enfoncer les portes ouvertes, quoi. La question, c'est plutôt comment je vais faire pour me payer ces tomates bio avec le même budget qu'hier. Donc, c'est pour ça que on a une vision globale de la consommation et une vision globale du budget. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément couper le budget alimentaire de tous les autres budgets du foyer. Pour savoir quel budget accorder à sa nourriture, il faut avoir aussi une bonne gestion de tous les autres postes. Voilà. Après, ça c'est pour la nourriture. Mais par exemple, une pièce de mode éthique, un vêtement éthique, peut coûter extrêmement cher. Et tout le monde n'a pas les moyens de se payer un chemisier à 150 euros, même si il est produit dans des conditions super et que bien évidemment il les vaut, le travail fait derrière et les conditions valent ce prix. Mais
tout le monde n'a pas les moyens de se payer ça. Alors comment on fait pour avoir un comportement de consommateur responsable quand on n'a pas les moyens? Eh ben, on trouve aussi d'autres solutions comme l'achat de vêtements d'occasion. On apprend à gérer une épargne pour s'octroyer voilà quelque chose qui coûte cher plus tard. On apprend à différer en fait ses envies pour pouvoir mettre de côté pour des projets. C'est-à-dire qu'en fait avec Herveline, nous, on n'a jamais de réponse du tac au tac quand on nous pose une question parce que dans la question de la consommation, on n'a pas de baguette magique quoi. Il n'y a pas de c'est 5 astuces qui vont vous changer votre vie, la quatrième va vous étonner, quoi. Non, ça ne marche pas comme ça, en fait. Il il faut avoir conscience de toute sa situation globale. Est-ce qu'on habite en ville? Est-ce qu'on n'habite pas en ville? Est-ce qu'on est seul? Est-ce qu'on a une famille? Combien on gagne? Et aussi, il faut avoir une bonne approche de sa situation mentale et psychologique. C'est-à-dire, qu'est-ce que la consommation veut dire pour moi? Pourquoi je veux consommer ça? Etc. Voilà, quand on se lance dans ces sujets-là, c'est sans fin en fait. La consommation, c'est vraiment une porte vers le développement personnel, la politique. Enfin, c'est sans fin. Et d'ailleurs, tu parles des astuces. Moi, c'est aussi quelque chose que je défends. Je n'aime pas parler d'astuces. C'est pas mon truc. Je dis pas que c'est pas utile, effectivement, d'utiliser quelques coupons promo, de bénéficier de réductions, de promotions ou de renégocier ses contrats pour faire des économies sur telle ou telle fourniture. J'ai rien contre ça, si tu veux, mais c'est vrai que c'est pas mon créneau non plus. Et quand on a discuté toutes les deux pour préparer cet épisode, tu m'as dit, bah, il y a un truc qui, je sais pas si tu m'as dit, il y a un truc qui m'agace, ça c'est mes mots à moi, mais tu m'as dit, c'est vrai que avec le groupe, je constatais que pour beaucoup de gens, en fait, la seule solution à leur problème était dépenser moins, c'était forcément par l'astuce. Ça voulait pas dire acheter moins, en fait. Il fallait acheter la même chose, mais trouver comment l'acheter moins cher. Et il y avait pendant longtemps, tu te heurtais, et peut-être encore maintenant, hein, tu te heurtais à cette problématique que les gens n'envisageaient même pas l'acheter moins comme une possibilité. Oui, oui, c'est ça. C'est que en fait, on n'a pas d'éducation à la consommation. On n'a pas de cours, on n'est pas élevé pour ça. Euh, Du coup, le problème qui se pose, c'est que on va aller chercher des solutions à l'extérieur pour comment payer la même chose moins cher, comment voilà renégocier ses contrats, etc. Puis moi, je suis comme toi, j'ai rien contre. Mais là où il y a vraiment un switch dans notre manière de consommer, c'est quand on se l'approprie. Voilà, vraiment, on, on réfléchit davantage à nos comportements plutôt qu'aux bonnes affaires qu'on va faire. Dans la consommation, il y a des comportements qui peuvent relever de l'addiction, de l'accumulation, ou au contraire, il y a des gens qui vont flamber, dépenser plus que ce qu'ils n'ont, ou qui vont au contraire retenir beaucoup. Et tant qu'on n'a pas compris que la consommation dépendait énormément de nos comportements, on est en train d'essayer de mettre des pansements sur des jambes de bois en fait. J'ai envie de revenir sur un point. Tu disais que tu avais... Alors aujourd'hui, tu as changé de voie professionnelle. On en reparlera. J'ai envie d'évoquer ce sujet, mais on le garde pour la fin. Voilà, comme ça, on met l'eau à la bouche des gens qui nous écouteront jusqu'au bout. Mais tu as été à la fois assistante sociale et assistante familiale, donc famille d'accueil pendant longtemps. C'était quoi? C'était une vocation? C'était un hasard? Qu'est-ce qui t'a poussé dans cette voie? Je pense qu'on n'arrive pas dans ces voies-là par hasard, hein. Ça me paraît difficile. Oui, c'est une vocation, c'est une vocation de la relation d'aide, c'est le petit côté de la crise d'adolescence et de la révolte contre l'injustice qui n'est jamais passé, même mes 40 ans approchant à grands pas. C'est une vision du monde où on a envie de contribuer en fait, hein, d'aider et de contribuer. Donc c'est ça qui m'a amené à ces métiers-là.
D'abord assistante sociale, puis assistante familiale, et maintenant je suis à mon compte. Il n'empêche qu'il y a un fil rouge finalement dans ma vie professionnelle, c'est de contribuer et d'aider, tout simplement. Et qu'est-ce que ça t'inspire quand tu entends, mais en fait, ces questions de consommation responsable, même finalement de consommer moins, c'est des questions de riches, parce que va dire à quelqu'un qui a un budget précaire, qui déjà se demande si il aura assez pour remplir pour faire le plein de sa voiture et donc se déplacer avec et faire des choses avec, de consommer moins, tu vois. Enfin, effectivement, j'imagine que 1000 fois on t'a renvoyé ça. Euh, c'est une question de riche, la consommation responsable. J'ai beaucoup évolué sur ce sujet-là. Vraiment, je dirais presque l'inverse aujourd'hui de ce que je disais il y a quelques années, mais je trouve ça hyper intéressant. Il y a quelques années, quand on a démarré le groupe, par exemple avec Herveline, je disais non, non, c'est pas une question de riche. Non, tout le monde, quel que soit son budget, peut consommer de manière responsable. Et même, il y avait au-delà de ça un agacement et une révolte chez moi de me dire, c'est il faudrait quand même pas que ce soit la double peine, que non seulement il y ait des gens qui soient dans une situation précaire et que en plus leur précarité ne leur permet que de consommer de la merde. Il y avait une révolte. Donc j'ai mis toute mon énergie à ce moment-là. Euh, Quelque part, pour moi, consommer de manière responsable, c'était une manière de se réapproprier de la dignité aussi, tu vois. Je me disais, il n'y a pas de raison que ce soit que les riches qui aient le droit de manger bio, de manger des choses qui sont bonnes pour la santé, et que les pauvres doivent se contenter des trucs industriels pas chers et dégueulasses, quoi. Donc, il y avait cette révolte chez moi. Et elle est toujours là, d'une certaine façon. Mais maintenant, je trouve qu'il est très très important de préciser que la consommation, c'est qu'une facette en fait de l'évolution de la société, et que à aucun moment je ne veux faire culpabiliser les individus sur leur consommation. C'est-à-dire qu'en tant qu'individu, c'est intéressant de se pencher sur sa consommation, d'y réfléchir, de la regarder, pourquoi pas de vouloir la faire évoluer. Mais j'ai vraiment conscience, puissance 8000, que pour avoir la disponibilité mentale de faire tout ça, il faut être dans des conditions suffisamment sécures, voilà, et que bien évidemment, quand on est seul avec 3 enfants et à peine un SMIC, on s'en fout de l'écologie, de l'état de la planète ou quoi que ce soit. J'en ai tout à fait conscience. Donc voilà, c'est comment nous, on s'adresse aux gens qui se sentent l'envie d'aller vers une meilleure consommation. Et en fait, mon discours, et c'est ça qui me manquait aussi beaucoup dans les milieux minimalistes et les milieux zéro déchet, c'est quelque part la dimension politique. C'est arrêter de croire que ta lessive au savon de Marseille va changer le monde. Ce n'est pas vrai en fait. Ce qui est vrai par contre, c'est que tu commences à avoir un esprit critique sur ce que les industriels te donnent à consommer. Tu as un esprit critique sur la publicité, donc par extension sur les médias en général. Et là, ça commence à devenir intéressant. Mais voilà, cette bascule entre responsabilité individuelle et responsabilité collective, finalement, dans ma pensée, elle est arrivée sur le tard. Ce que tu veux dire, c'est que en fait, dans les premiers temps, c'est un peu qui veut peut, si je comprends bien en fait. Enfin voilà, c'est à la portée de tout le monde. Chacun peut est responsable de réfléchir à ces sujets-là et de faire ce qu'il faut pour transformer les choses. Euh, à Non, n'oublions pas qu'il y a quand même une responsabilité collective, qu'il y a aussi une reproduction des inégalités et de la pauvreté, et que en fait, non, tout le monde n'a pas les mêmes chances et la même capacité à s'en sortir par sa seule volonté individuelle. Et c'est ça, en fait, le switch de la posture de tout est possible, l'individu peut faire des choses miraculeuses, à n'oublions pas qu'il y a des réalités collectives
qui font que pour certains, c'est quasiment insurmontable de manière individuelle. C'est ça le switch? Oui, c'est complètement ça et c'est tout, l'enjeu de la culpabilité justement, de la culpabilisation des gens, au niveau individuel, que quand même on a toujours, prise en compte avec Herveline et c'est ça aussi qui a teinté, notre action et qui a démarqué finalement notre, mouvement, des autres. Parce que, dans d'autres, milieux, d'autres groupes, les milieux zéro déchet, les milieux minimalistes, la, comment dire? Le pouvoir individuel était très, très mis en avant. C'était, tout le monde peut, gna gna gni et tout et nous, en fait, avant même de le formaliser, on l'avait ressenti que on ne pourrait pas aider les gens sans les déculpabiliser, en fait. Et on a été, je pense, un petit peu éjecté des milieux plus radicaux parce que forcément la manière de faire qu'on propose est moins peut-être spectaculaire, moins voilà, moins forte. Mais nous, on pense qu'elle est plus durable si elle est plus ancrée. On pense que culpabiliser les gens, ça a un effet de sidération et que il vaut mieux faire un peu que rien du tout. Et que en fait, le fond du fond, c'est que c'est l'humain qui est important en fait. C'est l'humain et le ressenti, bien plus que qu'est-ce qu'on consomme ou même l'écologie. Hein. Pour moi, je dis toujours que oh mon Dieu, la destruction de l'environnement, c'est terrible, on détruit la planète. Je dis toujours la planète s'en fout complètement. Hein. C'est nous, en fait, on est en train de s'éradiquer nous-mêmes si on continue comme ça, mais la planète s'en remettra. C'est nous qui allons pas nous en remettre. Donc c'est l'humain en fait qui est le plus important. Et donc voilà, on a vraiment banni la culpabilité de notre action. Quoi. Je me reconnais beaucoup dans l'ambivalence que tu décris. Je suis quelqu'un d'extrêmement optimiste sur la nature humaine et j'ai envie de croire qu'effectivement, toutes ces évolutions et tous ces changements sont à la portée de tous. Et effectivement, en même temps, bah voilà, il faut être conscient qu'on n'a pas tous les mêmes capacités. Et en plus, je trouve que j'aime bien. Tu utilises un mot qui résonne, c'est-à-dire la culpabilité, la culpabilisation. Euh, les pauvres font l'objet d'énormément de culpabilisation parce qu'en fait, à penser comme ça, à penser que tout le monde peut s'en sortir par sa seule force individuelle, on est en train de dire aux gens qui ne s'en sortent pas que c'est leur faute. Complètement. Et d'ailleurs, il y a les pauvres, il y a un terme pour ça, la pauvrophobie. J'aimerais faire un sujet que là-dessus, mais les pauvres font l'objet de beaucoup de critiques généralisées. Les pauvres dépensent mal leur argent, c'est parce qu'ils savent pas gérer. Les pauvres consomment mal. De toute façon, les pauvres, ils mangent que des chips et voilà. Enfin voilà. En gros, ils savent pas acheter au supermarché. Ils mangent que de la Ils claquent merde. leurs allocations pour acheter des écrans Exactement, plats. exactement. Il y a cette idée que le pauvre, enfin voilà, il sait pas gérer son argent, il sait pas prendre des décisions qui sont bien pour lui, quoi. Et donc, ce discours est extrêmement problématique, le discours de la volonté individuelle. Oui, oui, oui. Et ce discours est même en fait ficelé et il a même un but en fait. Ce discours sert le système. Tout à fait. Puisque voilà ce qu'on montre dans les médias, le fait qu'on soit abreuvé de sollicitations, de sursollicitations, que la télé et les réseaux sociaux aient pris autant de place dans nos vies, ce sont des choses gratuites entre guillemets. Alors entre gros guillemets, c'est-à-dire que tous les pauvres ont accès à la télé, aux réseaux sociaux, etc. Mais qu'est-ce qu'on leur montre là-dedans? C'est un idéal de consommation qu'ils ont du mal à atteindre. On leur montre une référence en fait. Enfin, ce que tout le monde, pas que les pauvres, ce que tout le monde voit à la télé, c'est une référence, c'est une norme, c'est ton intérieur, il doit être comme ça, ton comportement, il doit être comme ça. Si t'achètes ça, t'es plus voilà. Si t'achètes ce déodorant là, t'es plus viril. Si t'achètes cet épilateur là pour les femmes, t'es plus féminine. Si t'achètes cette marque de pâtes, bah t'es plus t'es un cuistot. T'es un mini cordon bleu. Enfin voilà, c'est un peu tout ça. On nous renvoie ces images là et quand on n'a que ça comme référence, parce que par ailleurs d'autres formes de culture sont peut-être moins accessibles,
bah c'est effectivement c'est plus compliqué. Moi, il y a une anecdote qui m'avait marquée. Alors je serais incapable de retrouver la référence exacte de ça, mais de critiquer les personnes, par exemple, qui font leurs courses au supermarché par rapport à leur impact écologique, non pas en supermarché d'ailleurs, en discount, parce qu'on sait bien qu'évidemment ce qui est produit en discount n'est pas du tout produit dans des conditions écologiques parfaites, etc. En fait, une famille qui irait consommer en discount toute sa vie, toute l'année, aurait un impact écologique moins important qu'une famille qui consommerait bio, AMAP, tout ce que tu veux, tout comme il faut, mais qui prendrait l'avion une fois par an. Donc en fait, c'est comme les déchets qu'on voit et les déchets qu'on ne voit pas, tu vois. C'est pour ça que le mythe du bocal de déchets pour l'année, moi, me fait ni chaud ni froid parce que ça ne veut rien dire en termes d'impact. Il faut regarder derrière les apparences en fait. Et, euh, et une famille, ouais, qui fait ses courses en discount toute l'année, si ça se trouve, a un impact écologique moins néfaste qu'une famille qui, on dirait, fait attention toute l'année, mais part en vacances 2 fois par an, tout simplement. Herveline et toi, vous avez résumé votre message dans un acronyme qui est génialissime, qui est facile à retenir en tout cas. Bisou, B-I-S-O-U. Derrière cet acronyme, pardon, fleur bleue, kitsch et cuculabraline, euh, on a un message qui est une pensée complexe que vous avez réussi finalement à simplifier, à résumer. J'avais envie qu'on puisse utiliser cet acronyme comme fil rouge pour dérouler un peu le fond de ton message. Euh, parce que bah voilà, vous avez passé du temps à élaborer ce truc-là. Moi, je trouve ça génial. J'adore en fait la méthode bisou. J'en avais parlé un petit peu sur Instagram et quand on a échangé toutes les deux en préparant cet épisode, en plus, j'ai compris en plus la portée qu'il y avait encore plus de fond que ce que j'imaginais. Donc voilà, si je te propose, peut-être enfin voilà, ça va nous amener à dériver de toute façon, je le sais, mais qu'on utilise cet acronyme comme fil rouge. Du coup, on peut commencer par le B de bisous. B, c'est quoi, Marie? B, c'est le B de besoin. Donc, on commence fort. En fait, la méthode bisou, c'est un moyen mnémotechnique qu'on a créé avec 5 questions à se poser avant de passer à l'acte d'achat. On a envie d'acheter un truc, paf, on s'arrête, on check la méthode bisou, lettre par lettre. Donc, le B, c'est le B de besoin. Mais pas juste est-ce que j'en ai besoin, c'est pas ça, ça c'est pas intéressant. C'est à quel besoin cet achat répond-il chez moi. Donc là, direct, on rentre dans le dur. On rentre dans l'aspect psycho-affectif. On rentre dans la norme et dans nous par rapport aux autres. Est-ce que j'ai besoin de me rassurer? Est-ce que j'ai besoin de combler un déficit de confiance en moi? Donc là, je pense par exemple maquillage, vêtements, voilà, confiance en moi. Est-ce que j'ai besoin de prouver mon amour à quelqu'un? Cadeau, ceci, cela. Est-ce que j'ai besoin de faire comme tout le monde pour être inclus dans le groupe? Enfin, avec le B de besoin, on va vraiment checker nos besoins psycho-affectifs. Je continue ou je m'arrête? Attends, non, il faut qu'on s'arrête sur besoin. Ouais. Non, non, parce qu'effectivement, moi, j'avais fait l'erreur de lire trop vite et effectivement, de penser que c'était est-ce que j'en ai Tu besoin. n'es pas la seule. D'autant que j'ai fait il y a un super livre que par ailleurs j'aime beaucoup du Canadien Pierre-Yves McSween, sur lequel d'ailleurs j'ai fait un épisode entier, qui s'appelle En ai-je vraiment besoin? Et, euh, et j'ai toujours été assez critique, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, que j'ai accompagné, etc. Je suis assez critique de cette formulation. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et les gens qui font appel à moi me disent, c'est vrai que bah, moi, je réponds toujours oui à cette question, en fait. Le problème, c'est que en ai-je vraiment besoin? Ça appelle une réponse binaire, où c'est oui, c'est non. Et c'est difficile de pas dire oui.
Donc moi j'aimais pas tellement cette formulation. Et puis tu m'as ouvert les yeux, tu m'as ouvert les yeux en fait. Et effectivement je demandais enfin j'orientais les personnes que j'accompagne vers une autre question qui était plutôt pourquoi je fais ce que je fais, à quelle émotion je suis en train de répondre au moment où en faisant cet achat. Et voilà, tu as trouvé une formulation qui est encore mieux. À quel besoin est-ce que ça répond, sous-entendu, besoin psycho-émotionnel, psycho-affectif. Et tu as raison, en fait, on est dans le dur, on est dans le dur. Tu sais, il y a cette expression manger ses émotions. Et je pense qu'on pourrait tout à fait dire acheter ses émotions. C'est que on achète pour pas toujours, hein, pas toujours, mais pour s'empêcher de ressentir des choses qui sont pas très agréables des fois, comme quand on le fait avec la nourriture. Donc je trouve ça vraiment génial de l'avoir mis à jour. Oui, 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 c'est ça. Et en fait, pourquoi il a fallu toute la méthode bisou finalement pour résumer la question est-ce que j'en ai besoin? C'est parce que est-ce que j'en ai besoin, ça peut tout dire et ça veut rien dire. Chaque personne a une conscience particulière de ses besoins. Si on part des besoins primitifs, bon bah à partir du moment où on a le ventre rempli et qu'on a un toit sur la tête, tous nos besoins sont comblés, donc il n'y a plus de sujet. Enfin, avoir besoin de quelque chose, ça veut absolument rien dire. Il faut développer plus que ça. Et l'aspect psycho-affectif est effectivement prédominant et c'est quelque chose dont on parle très très peu. Et pourtant, le marketing et les gros lobbies l'ont bien compris. Et tant que nous, on ne l'aura pas compris, on sera à leur merci. Exactement. Il y a pas longtemps, j'avais une maman dans mon programme qui me racontait qu'elle était partie en week-end avec sa fille là tout récemment, donc il faisait des froids polaires. C'était sur en bord de mer sur la côte normande, et qu'elle se disait oh là là, mais enfin clairement on n'a pas de quoi s'habiller pour des grands froids. Du coup elle a fait une commande de choses plus chaudes. Je sais pas ce qu'il y avait exactement. Est-ce qu'il y avait des bottes pour aller dans l'eau? Est-ce qu'il y avait une grosse parka? Est-ce qu'il y avait, j'en sais rien, des sous-collants, ou j'en sais rien. Et elle me dit, en fait, la livraison n'est pas arrivée à temps pour le week-end. Du coup, elles sont parties en week-end avec leurs vêtements normaux. Elles ont juste empilé les couches, quoi. Et elle me dit, en fait, c'était très bien. C'était très bien. On n'a pas eu besoin de choses spécifiques. Elle dit, du coup, la livraison, je l'ai renvoyée, quoi. Et en fait, elle me dit, en fait, je me suis rendu compte que je fonctionnais comme ça dans toute ma vie. C'est-à-dire que j'avais systématiquement besoin d'acheter pour me rassurer, être sûre de pas manquer. Et donc ça questionne autre chose que est-ce que je vais avoir froid ce week-end? Tu vois, enfin la question en fait, c'est pas est-ce que je vais avoir froid ce week-end en allant en bord de mer. C'est est-ce que je vais manquer de quelque chose? Est-ce que du coup on va passer une mauvaise expérience? Est-ce que j'ai peur que peut-être de l'image que ça renvoie de moi en tant que maman? C'est toutes ces choses-là qui sont derrière. Elle me dit aussi, j'avais emmené des affaires, un volume d'affaires énorme. Elle me dit d'habitude, monsieur, son mari est là et c'est lui qui porte les valises. Et du coup, là, il n'était pas là. Et elle me dit, je me suis rendu compte à quel point, mais je m'encombrais de tas de choses pour moi et pour ma fille. Évidemment qu'on n'a pas eu le temps de mettre en week-end, mais voilà, on était dans un encombrement, encore une fois, qui n'avait pour but que de répondre à des besoins psycho-affectifs. Donc voilà, c'était ma petite anecdote. Oui, oui, et c'est super intéressant d'aller les regarder, hein, vraiment. Ouais, ouais. Ok, donc on l'aura compris, ça c'est les besoins. B de besoin. Alors, I comme immédiateté. Est-ce que vraiment il faut que je fasse cet achat tout de suite? Nous, on conseille toujours avec Herveline de différer ces achats d'au moins 15 jours, de éventuellement avoir des listes d'envie et de les laisser poser et d'y revenir à peu près 15 jours plus tard parce que ça évite le côté pulsionnel. On parle beaucoup des achats compulsifs en ce moment. Mais en fait, comme on disait tout à l'heure avec la responsabilité individuelle et la responsabilité collective, c'est pas le tout de dire ah cette personne est un acheteur compulsif. Pourquoi? Alors je veux dire,
il y a 200 ans, ça n'existait pas, les acheteurs compulsifs. On nous éduque à devenir des acheteurs compulsifs à grands coups de publicité, de promotions qui ont lieu. Les promotions, elles arrivent toujours un peu par surprise. On peut pas les prévoir à l'avance. Elles ont toujours une durée courte. C'est que jusqu'à ce soir ou c'est que jusqu'à demain. Donc on n'a pas le temps de poser le pour, le contre, de réfléchir. On a tellement peur de louper la bonne affaire. On est tellement sursollicité, abreuvé par tous les moyens, que ce soit télé, réseaux sociaux, par mail, dans la boîte aux lettres, dans l'espace visuel, partout. En fait, on est sollicité en permanence et un bon marketing est enfin, c'est un marketing qui va te faire passer à l'achat vite, en fait, passer à l'acte. Il faut que tu passes à l'acte. On va te faire venir sur un site internet. Il faut que tout soit bien fait pour que tu cliques et que tu rentres ton numéro de carte bleue, quoi. Voire même, on t'enregistre tes données pour que tu n'aies même plus besoin de les noter plus tard. Donc, lutter contre l'immédiateté, c'est quasiment faire 80% du boulot par rapport à sa consommation. C'est ultra, ultra puissant. Je trouve qu'il y a un effet, un cercle vicieux et pervers avec cette histoire de temps. C'est que comme tout le monde manque de temps, et c'est pas une question de revenus, ça. Comme tout le monde manque de temps, on, on met une valeur sur notre temps qui est tellement haute que finalement on achète la rapidité avec de l'argent. Et en fait, on rentre dans un cercle vicieux où pour pouvoir s'acheter plus de temps, il nous faut plus d'argent. Donc on travaille plus pour gagner cet argent. Donc on a encore moins de temps. Et en fait, on se rend pas compte de ce qu'on fait comme sacrifice sur plein d'autres choses pour pour s'acheter du temps en fait. Je prends des exemples, mais effectivement, qui n'a pas payé plus cher finalement pour se faire livrer un truc alors que on aurait très bien pu aller le chercher, que ça coûte moins cher, que c'est aussi sympa de se promener, de se balader, de prendre l'air, mais on n'a pas le temps. Et là, je prends un exemple vraiment basique si tu veux, hein, mais on n'a pas le temps, donc on est prêt à payer un premium plus cher pour gagner du temps. Et à force de payer des premiums pour tout, de payer un Uber plus cher alors que les transports en commun sont encore ouverts, mais parce qu'on va rentrer beaucoup plus vite chez nous, à force de payer ces surplus, on est dans une course infinie pour gagner et optimiser son temps. Et en fait, on se retrouve on échange notre temps, notre énergie, notre créativité pour gagner de l'argent, argent qu'on gâche en fait, Oui. alors que on pourrait peut-être être plus écologique dans notre manière de penser les choses, travailler un petit peu moins, avoir plus de temps, faire les choses plus lentement et du coup ne pas dépenser tous ces premiums mis les uns mis les uns à côté des autres en fait, qui sont censés nous faire gagner du temps. En fait, juste travaillons moins ou posons-nous et arrêtons de troquer systématiquement notre argent contre plus de rapidité, plus d'immédiateté, plus d'instantanéité. Oui, oui, oui. Et même dans notre deuxième livre, du coup, dans la partie I de la méthode Bisou, on parle de ça. On dit arrêtons de valoriser cette course à l'échalote. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne court pas après le temps aujourd'hui est perçu comme quelqu'un de paresseux ou qui n'a pas d'ambition ou de mou. Enfin, c'est pas valorisé. Il faut courir après le temps. Il faut remplir toutes les minutes de sa vie, etc. Et en fait, plus il y a de mouvement dans la vie et plus il y a de consommation, en fait. Donc, ralentir le temps, étirer le temps, vider aussi nos agendas un petit peu. Je dis pas qu'il faut plus rien faire du tout, hein, mais alléger nos agendas, ça a aussi un réel impact sur le budget, notamment pour les raisons que tu évoques. Mais questionner notre rapport au temps, c'est pareil que pour le B de besoin, c'est primordial en fait. C'est primordial aussi parce que toi tu parlais d'un point de vue individuel, mais même d'un point de vue industriel, collectif.
enfin voilà, ces Amazones là qui nous livrent en 24 heures ou les coursiers en 2 heures ou quoi, mais quel est l'impact écologique et quel est le progrès? Mais ça, on y reviendra plus tard dans le U de utilité. Hein. Vraiment, la question de questionner le progrès, c'est une vraie question à part entière. Alors, est-ce que d'ailleurs, à tort, on fait pas trop l'amalgame entre le minimalisme et la consommation, les choses, le fait de posséder du matériel, l'argent. Mais le minimalisme, c'est aussi un minimalisme dans sa gestion du temps. Et souvent, d'ailleurs, quand on commence à se poser la question de comment est-ce que je peux mieux utiliser mon argent, on se pose la question de comment je peux utiliser mieux mon temps, et ou inversement, si les gens commencent à se poser la question comment je peux utiliser mieux mon temps, en général vient après la question comment je peux mieux utiliser mon argent. Y a un vrai lien entre les deux, et ça fait aussi partie de la démarche minimaliste que de désencombrer son agenda, quoi. Complètement. Oui, oui, complètement. Et d'ailleurs, c'est drôle de le voir. Enfin, ça l'a fait à énormément de personnes sur le groupe. C'est-à-dire on commence à désencombrer et à rendre écologique sa consommation au début matérielle, le consommable, les objets. On désencombre sa maison, on trie, on donne, on trie, machin et tout. Et au final, au final, à un moment, on a tout fait, quoi. On a fait au mieux de ce qu'on pouvait. Et en fait, il y a comme un espèce d'élan irrépressible qui nous pousse à aller plus loin et à trier les relations, notre relation au travail, la famille, notre relation au temps. Et oui, ça c'est rigolo comme ça se déplace finalement des objets à tout ce qui devient immatériel. Et moi, je m'intéresse beaucoup. Je parle de plus en plus de l'écologie intérieure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'écologie, l'environnement, la nature, etc. Finalement, c'est intéressant de se pencher, oui, sur l'écologie intérieure et le minimalisme appliqué aussi à ça, c'est clair. Ouais. T'as dit un gros mot, je pense qu'il y a je pense qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui se sont dit oh mon Dieu, faire le tri dans les relations, t'as dit déjà premier bon au petit cœur, et après la deuxième, faire un tri dans sa famille. Et je suis totalement d'accord avec toi, effectivement, si on revient au temps, on n'a pas le temps d'entretenir. Ça, c'est bon pour quand on a 20 ans, qu'on est étudiant, mais à un moment donné, on n'a plus le temps d'entretenir de manière qualitative tous nos liens familiaux, tous nos liens amicaux, le travail, faire grandir sa propre famille, se faire grandir soi-même intérieurement, et finalement multiplier aussi toutes les interactions sociales, voilà, se sentir plus ou moins obligé. Il y a des gens qui adorent être en famille, etc. Mm-hmm. Et je questionne pas cette envie naturelle, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont aussi un petit peu dans une forme d'obligation de devoir entretenir tous ces liens. Ouais, je pense que ça va écorcher un certain nombre de gens. Et pourtant, je pense que c'est aussi c'est dans la continuité de tout ce qu'on dit, quoi. Oui, en même temps, si on est dans un pays ou plus généralement dans une société où il y a autant de dépression et de burn-out, ça serait bien de se poser la question, quoi. Ça serait bien de se poser la question de, voilà, soi-disant, on va vers un progrès qui devrait nous apporter plus de confort, et en fait, on est pressurisé à tous les niveaux de notre vie. Et le seul moyen de se sortir de ça, c'est de se débarrasser, en fait, couche par couche, comme un oignon, de tout ce qui nous encombre. Et très généralement, la couche supérieure, c'est la couche matérielle. Et ensuite, couche par couche, on va se dépouiller quelque part. Hein. C'est un chemin presque philosophique et même spirituel, en fait. Hein. J'aime bien la métaphore de l'oignon. Alors, on avance. B-I-S. S, le S de semblable. Est-ce que j'ai quelque chose de semblable qui peut faire l'affaire? Donc là, on revient vraiment plus basiquement sur des questions de consommation. L'idée, c'est comment je peux finalement assouvir mon besoin sans passer par l'acte d'achat de quelque chose de neuf, quelque chose qui aura nécessité d'être produit, d'être acheminé, qui aura nécessité des ressources naturelles, humaines et tout.
comment essayer d'avoir le moins d'impact. Donc là, on va aller chercher du côté des solutions alternatives à l'achat de neuf, donc voilà, l'achat d'occasion. Est-ce que quelqu'un peut nous prêter l'objet? Est-ce qu'on peut le louer? Est-ce qu'on peut troquer? C'est très intéressant dans le S de semblable aussi de se dire qu'on n'est pas tout seul. Aujourd'hui, on est dans une société où chaque famille nucléaire possède tous ces objets nécessaires à seulement eux. Je crois que ma phrase n'est pas du tout française, mais je pense que tu auras compris. L'idée, justement, dans le S de semblable, ce serait peut-être aussi d'élargir son espace de sa communauté et de voir si tel voisin, tel membre de la famille, tel parent de l'école, tel connaissance, collègue ou quoi au caisse, est-ce qu'on peut mutualiser les choses? Moi, pendant longtemps, avec ma voisine, avant que je déménage, on mutualisait plein de trucs. On mutualisait les outils de jardin. On avait un gaufrier en commun en garde alternée. Ça peut être un appareil à raclette. Ça peut être. En fait, on se rend compte que dans notre vie, il y a plein d'objets où, si on réfléchit bien, on n'est pas obligé d'en avoir un par famille. Le machin, on le ressort 2 fois par an. Enfin, voilà. Le S de semblable, il nous invite à nous poser la question de toutes les stratégies qu'on peut mettre en place pour pas acheter finalement cet objet neuf. Alors, je suis totalement d'accord avec toi et en même temps, c'est vrai que moi, je m'imagine dans cette situation et plein de fois, je l'ai été même récemment et en fait, j'étais vraiment dans des croyances, des choses que je me raconte en mode. Alors moi, il se trouve que ça fait un peu plus d'1 an que je suis dans cette nouvelle région, que j'ai encore assez peu de liens sociaux et c'est vrai que mes voisins, même ils m'ont proposé 1000 fois ce que vous voulez faire un petit coup de main sur le chantier et tout parce qu'on est en train on est en gros chantier sur notre nouvelle maison et en fait j'arrive pas à voilà, j'ai du mal à dire vous avez pas une scie à nous prêter ou un truc quoi. Bah, j'ai vraiment cette barrière d'être la personne qui voilà, qui je sais pas, qui va emprunter tout. Enfin. Ouais, mais c'est super intéressant. Ça te fait travailler sur toi et en fait, ça nous ramène Bah vraiment ouais. à l'essence de la vie, quoi. La vie, c'est quoi? La vie, c'est l'échange avec les autres. Mm. C'est que ça, la vie, en fait. Donc, pourquoi se bloquer à recevoir? Moi, c'est pareil, je suis comme toi, je suis arrivée dans ma nouvelle maison, ça fait moins d'1 an aussi. Et quand on est arrivé, nos 2 voisins là, de chaque côté nous ont abreuvés de légumes. De légumes du jardin, j'étais hyper gênée. Tout de suite, ils nous ont proposé: «Ah, si vous avez besoin de la remorque pour aller faire des trucs ou quoi», et en fait, c'est précieux, quoi. C'est précieux, même si toi, aujourd'hui, tu as l'impression que tu es plus en position de recevoir que de donner, les choses peuvent Mm. s'inverser très vite ou alors tu redonneras pas à la même personne qui t'a donné, c'est pas grave, mais en tout cas, ça circule. Et ça, justement, le système dans lequel on est ne valorise surtout pas ça, puisqu'il faut que chaque personne ait tout. Il faut racheter, il faut s'équiper et il faut que tout le monde soit équipé en tout pour faire tourner la machine. En fait, on n'en a pas besoin, tout simplement. C'est des faux besoins qu'on nous colle sur le nez, dont on n'a pas du tout besoin. Et même, c'est même encore plus grave parce que non seulement on surconsomme, non seulement on perd de l'argent, non seulement on puise les ressources de la planète, mais encore pire que ça, on coupe les liens. Et ça, c'est le pire du pire pour moi. Ouais, je pense que il y a, je pense, enfin, c'est une croyance que j'ai et probablement qui s'applique pas en toutes circonstances, hein, mais qui s'applique de fait en certaines circonstances. Et je pense que c'est une croyance que beaucoup de gens ont, c'est cette idée que demander, euh, c'est gêner, tu vois. Donc ça va de demander aller quelque chose à son voisin à qui si on lui dit bonjour quand on le croise, mais c'est vrai qu'on n'a jamais entretenu une conversation avec lui, donc lui demander quelque chose, même si c'est juste du sucre, c'est gênant. Et voilà, jusqu'aux gens qui effectivement n'osent pas demander de l'aide sur tout un tas de problématiques. Mais voilà, demander, c'est gêner. Ouais, Alors que en vrai, je pense que tu me détromperas pas, mais il faut se rendre compte à quel point donner
prêter, rendre service, ça nourrit aussi. Voilà, ça fait extrêmement du bien. Ouais. Moi, on sonnerait à ma porte et on me dirait, excusez-moi, j'avoue que là, il nous manque de la farine, j'en sais rien. Enfin, vous auriez pas un marteau, ou alors on a une petite réparation à faire et on n'a pas ce qu'il faut. Et en fait, on serait très content de dire, il y a pas de souci. Enfin, et puis on passerait pas notre soirée à en reparler en disant, oh ces gens-là, qu'est-ce qu'ils sont sans gêne. Mais oui. Ils sont venus nous demander. Donc voilà. Enfin. Et puis peut-être qu'il va y avoir un relou ou un ou un relou qui sera de mauvais poil, un ronchon qui réagira comme ça, mais pour la dizaine ou la centaine de personnes qui seront hyper contents de donner, de rendre service Et qui oseront demander à leur tour aussi peut-être après et entraîner ouais. un cercle vicieux. Moi, je vois avec mes voisins. Vertueux. Pardon, oui, oui. En fait, finalement, demander, ça te met en situation de vulnérabilité. Et, et nous, tout de suite, nos voisins nous ont proposé beaucoup d'aide et nous, on était un peu comme toi et tout. Et en fait, on a accepté un peu d'aide au début et on en a parlé avec eux. Et il se trouve que ça a amorcé une conversation où ils nous ont expliqué que bah eux aussi, ça leur est arrivé de se retrouver tout seuls. Ce sont des personnes qui sont originaires des Antilles, qui sont du coup pas mal seules en métropole. Et voilà, ça a généré des conversations un petit peu à cœur ouvert, tu vois, sur qu'est-ce que ça fait quand tu te retrouves tout seul dans une région. Et en fait, c'est chouette. Je pense que on se fait bien des films en fait dans notre tête. Je pense que les accords Toltec sont morts. Ne fais pas de suppositions. On va énormément supposer sur ce que les gens vont penser ou quoi. Et franchement, 9 fois sur 10, ça se passe pas du tout comme ça. Euh, et, euh, et je pense que voilà le lien à différents niveaux vraiment de mon discours, je pense très très fort que le lien est la clé, est vraiment une des clés très très importantes quoi. Je crois qu'en même temps qu'on discute, je me rends compte que ça nous arrange bien en fait. Je pense que ça nous arrange bien d'avoir euh, l'achat à portée de clic et de pouvoir se dire ouais, finalement de toute façon une perceuse honnêtement on trouve des premiers prix à 40 €, enfin voilà quoi, ou un appareil à raclette, on va se l'acheter. Et en fait ça nous arrange bien parce que ça nous évite justement de nous confronter à tous ces sentiments, à toutes ces croyances, à toutes ces contradictions et, et, et oui, en même temps que je te le dis, voilà, je me dis c'est un grand élan. Je me dis que je vais essayer de changer tout ça. Il y a même des initiatives où il y a des gens qui notent sur leur boîte aux lettres ce qu'ils peuvent prêter dans des immeubles. Ouais, moi j'ai ci, moi j'ai ça. Il y a des petits logos. Moi j'ai une perceuse, moi j'ai ça. Et J'adore l'idée. c'est hyper chouette, bah ouais, carrément. J'adore l'idée. Ouais, super. Bon, j'adore. O, B-I-S-O. Oui, O. Alors le O, c'est le O de origine. Quelle est l'origine de cet objet? Et alors là, bah voilà, on part dans des considérations qui sont souvent pas très jolies. C'est-à-dire où est fabriqué cet objet? Est-ce qu'il est fabriqué à l'autre bout de la planète par rapport à moi? Donc, comment il a été acheminé? Quel est l'impact carbone de son transport, en quelle matière est-ce qu'il est fait, est-ce que c'est une matière qui est polluante, est-ce que c'est une matière qui est rare, est-ce que c'est une matière qui nécessite des milliards de litres d'eau, par qui il a été construit, produit, est-ce que c'est des gens qui travaillent dans des conditions dignes, voilà, en fait, le haut, c'est toutes les caractéristiques de l'objet. Et du coup, bah là, ça nous confronte à nos valeurs. Voilà, ça nous amène à réfléchir à nos valeurs. Nous, par exemple, dans le groupe, il y a beaucoup de questions. Alors, est-ce qu'il faut consommer plutôt bio ou local? Est-ce qu'il faut être végétarien ou être plutôt locavore? Est-ce que nanani ou nanana? Et en fait, mais c'est toujours pareil et on en revient à ce que je te disais depuis le début avec faut arrêter avec les formules magiques et les astuces. C'est à chacun de prioriser ses valeurs
Et il faut vraiment retourner à l'intérieur de soi et arrêter le prêt-à-penser tout prêt voilà qu'on nous sert quoi. Donc prioriser ses valeurs et acheter en fonction de ses valeurs. Voilà. Je laisse un grand blanc parce que je sais que c'est un sujet. Moi, je fais partie de ces gens que clairement, ça arrange bien des fois l'opacité sur certaines choses. Oui. Et je veux pas me débarrasser du sujet en me disant de toute façon, quoi qu'on mange, quoi qu'on consomme, il y a toujours un truc qui va pas. C'est pas loin d'être vrai et en même temps, on peut pas juste s'en contenter et balayer ça d'un revers de main en disant ce que je viens de dire, si tu veux. Mais c'est vrai que même le plus éthique des vêtements, il a des coûts de transport, il a un coût social. Euh, voilà, il a un coût si tu veux. Donc de toute façon, le coût zéro n'existe pas. Hein, c'est pas forcément la recherche, mais tu vas euh, nombre de fois où je vais même au magasin bio, même à la Biocoop, qui est une des enseignes les plus sélectives dans ce qu'ils proposent. J'achète des sachets de thé où ils sont micro-emballés dans des trucs plastiques. Je me dis, mais ils ont laissé passer ça. C'est sérieux. Donc, des fois, on se dit, c'est décourageant en fait. Je trouve ça décourageant. Alors moi, des fois, je t'avoue que je me cache un peu derrière ça. Je le sais. Et en même temps, c'est vrai que tu te dis, voilà, enfin, tu fais des efforts, tu vas dans le bon magasin pour acheter des trucs, ton thé, parce que voilà, t'as vu un documentaire, t'es sensibilisé, tu te rends compte que les pesticides, les machins, et puis bon, bah, les conditions aussi de production hein, du thé. Et puis tu te dis, bah mince, tu vois, je veux l'acheter mieux, et en fait, je sais pas, il y a encore un truc qui va pas, quoi. Oui, non, mais c'est pour ça qu'en fait, on est dans un monde qui est horriblement complexe. Il y a trop de facteurs à prendre en compte. C'est pour ça que pour survivre mentalement dans ce monde-là, il faut faire du tri, il faut remettre du sens. Et il faut prioriser. Par exemple, pour moi, mais pour d'autres ça peut être différent, pour moi l'aspect humain des personnes qui ont produit l'aliment ou l'objet, c'est primordial. Donc, si je me retrouve à pas avoir le choix entre un thé emballé dans du plastique, mais d'une filière équitable et bio, ou un thé en vrac, pas bio, pas équitable, je vais prendre la filière équitable et bio, tu vois. Parce que pour moi, c'est l'humain d'abord. Pour une autre personne, ça va être le bio pour la santé. Et donc, il va privilégier par exemple du bio qui vient de plus loin plutôt que un légume produit dans sa région, parce que c'est sa santé qui compte. Et en fait, je pense que il faut arrêter avec ça et on a passé trop de temps à brasser du vent avec cette idée-là, d'essayer de trouver ce qui est mieux par rapport à une autre manière de faire. De se tirer dans les pattes, de critiquer les uns les autres ou de quoi ou qu'est-ce. C'est bon. Enfin, en fait, c'est du vent embrassé qui ne sert à rien quoi. Si déjà chacun en son âme et conscience consommait en s'étant interrogé sur ses valeurs, on aurait fait un énorme pas quoi. Donc dire oh là là tout ça c'est bien compliqué donc je fais rien, bah c'est dommage en fait. Fais ce qui te semble juste et en fait rassure-toi, il n'y a pas la solution idéale, elle n'existe pas. Comme je dis toujours, on peut pas être parfait dans un monde imparfait. On peut pas être un consommateur parfait. On peut pas. On ne nous en donne pas le loisir, c'est pas possible. Donc, à chacun de se vraiment de s'accrocher à ses valeurs et de s'y tenir, quoi. C'est ça que tu décris par le mot éco-anxiété, cette idée de d'être angoissé par 1000 considérations écologiques et responsables et d'en faire une source d'angoisse plutôt que... Enfin, tu vois, s'angoisser pour être parfait, en fait, c'est un peu ça, c'est-à-dire, oh là là, mais là, je vais pas partir en vacances ici parce que c'est une zone polluée. En plus, bah, si il fait très chaud là-bas, donc ça veut dire qu'on va être obligé d'utiliser un climatiseur. Et puis, en plus, on veut et la piscine et machin. Et moi, je vais certainement pas en vacances là où il y a une piscine, machin. Enfin, tu vois, c'est à un moment donné, finalement, t'es tellement
d'être prisonnier de ses principes, de ses valeurs. Moi, j'ai vu ça chez des gens autour de moi. C'est de ça dont tu parlais ou pas? Alors, le phénomène que tu décris, pour moi, c'est pas ça l'éco-anxiété. Pour moi, l'éco-anxiété, c'est autre chose. Pour moi, ce que tu décris, c'est la charge morale, qui est Hmm. une forme de charge mentale, mais spécifiquement liée à son comportement de consommateur. C'est-à-dire, tu sais, on parle dans l'alimentation de l'orthorexie, les personnes qui, Hmm. voilà, qui comptent toutes les calories, qui comptent tous les minéraux, les machins, les trucs, il faut que tout soit super équilibré, méga parfait et Parfait, tout. ouais. Et ben en fait, c'est une forme d'orthorexie appliquée à la consommation. Et, euh, et en fait, il est absolument nécessaire de se lâcher la grappe par rapport à ça et de s'éloigner des personnes ou des mouvements qui culpabilisent par rapport à ça, puisque c'est en fait le meilleur moyen d'arriver à la sidération et de laisser tomber. Et nous, on veut pas que les gens laissent tomber, on préfère qu'ils continuent à avancer, quitte à faire 3 pas en avant et 2 pas en arrière et 3 pas en avant. Au final, ils avancent, tu vois. Si tu passes toute ta vie à te poser ce genre de questions et à avoir toujours l'impression de mal faire et que chaque fois que tu fais tes courses, c'est la prise de tête et qu'au final, finalement, tu n'es jamais satisfait à 100% Hmm. de ce que tu achètes, la vie est triste, quoi. La vie est pénible, hein. Et puis, il n'y a pas que ça dans la vie, hein. Enfin, je veux dire, être un écolo parfait, c'est pas un goal, c'est pas un goal, quoi. Donc, non, non. Et on ne vraiment, pour tes auditeurs, j'aimerais bien qu'ils retiennent que on peut pas avoir une consommation parfaite. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, on peut passer à autre chose, quoi. Alors, c'est quoi l'éco-anxiété du coup? L'éco-anxiété, c'est plus une forme de déprime, voire dépression, enfin des sentiments, enfin des symptômes dépressifs liés à l'effondrement Hmm. écologique. C'est-à-dire, Ok. à quoi bon vivre dans un monde où de toute façon toutes les espèces sont en train de mourir, on est en train de tout polluer, de tout massacrer, de tout détruire, les inégalités se creusent. Enfin, c'est un monde finalement sans espoir, quoi. Et Hmm. c'est une forme de dépression particulière liée au contexte écologique en fait, Ok. qui arrive, qui est en train d'arriver, hein, qui est en train d'être reconnue spécifiquement par la psychiatrie. Alors, terminons avec le U. BISOU. Oui, le U de utilité. Est-ce que cet objet va m'être utile? Et là, c'est pareil, c'est un peu tarte à la crème, c'est un peu comme est-ce que j'en ai besoin? Parce que finalement, utile, ça veut dire quoi? Utile, quelqu'un va te dire oui, c'est utile, l'autre va te dire bah non, c'est pas utile. Nous, ce qu'on veut questionner avec le U, c'est plutôt la question du progrès et de vraiment quel est le bénéfice d'acheter cet objet dans ma qualité de vie, dans ma vie quotidienne, quoi. Est-ce que c'est un truc que je vais utiliser une fois par an, voilà. Est-ce que c'est un vrai progrès ou est-ce que on m'a dit que c'était du progrès? Dans notre deuxième livre, on s'est intéressé à la définition du progrès. Et dans la définition du progrès, il y a l'idée du vivre mieux ensemble, en fait, du bonheur quelque part. Or, maintenant, on nous fait passer pour du progrès tout ce qui est des nouveautés, en fait. Par exemple, les progrès technologiques, c'est juste des nouveautés, quoi. C'est-à-dire que cet appareil photo qui prend déjà des photos, enfin, ce téléphone qui prend déjà des photos incroyables, même encore plus belles que certains appareils photo, et ben maintenant, il y a la gamme encore au-dessus qui est sortie. Ok, très bien. Euh, Quel est le progrès en fait dans ma vie? En quoi ça me fait avancer? Qu'est-ce que ça change, quoi? C'est vraiment de, de déconstruire un petit peu notre regard par rapport à la norme, en fait. C'est plutôt de questionner des trucs qu'on questionne pas en temps normal, quoi.
J'aime beaucoup cette définition de l'utilité. J'aime beaucoup cette définition de l'utilité, de le rattacher au progrès. Effectivement, je pense que ouais, t'as raison, c'est des questions. Mais de toute façon, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est difficile de prendre le temps de se questionner. Je trouve que tout le monde a quelqu'un autour de soi, si c'est pas soi-même, qui a dit qu'effectivement, dans cette période très perturbée, mais aussi très ralentie, nombreux sont ceux qui ont profité de ce temps pour se questionner. Et, mais, euh, mais historiquement, en fait, enfin, historiquement, on a peu de moments, on s'octroie peu de moments pour réfléchir. Et souvent, c'est des grands changements de vie, de bouleversements de vie qui nous amènent à nous questionner. C'est à la fois les passages de dizaines, les, les, les middle life crisis. On a aussi l'arrivée d'enfants, qui sont des moments où on se questionne, et des accidents de vie, ou des événements tristes ou marquants autour de nous, qui sont des Oui, oui. moments où on se pose des questions sur notre vie. Oui, bah, en fait, ce sont des moments de rupture puisque finalement, Ouais. moi, je pense que ce système, justement, perdure, grâce au fait qu'on se pose pas trop de questions. Mm. Donc, il faut surtout pas qu'on s'en pose, en fait, puisque quand on s'en pose pas, enfin, tu dis, il y a des gens qui prennent pas la peine de se poser des questions, mais encore une fois, c'est remettre à un niveau individuel quelque chose qui est très bien organisé à un niveau collectif. C'est-à-dire que tout est fait dans nos vies pour qu'on n'ait pas le temps de se poser des questions. Voilà, on travaille à temps plein, on passe les trois quarts de notre vie à travailler, ou autrement on dort, et dans les seulement 1 heure ou 2 par jour qu'on a de libre. Enfin, t'imagines, t'as déjà pensé à ça, de te dire, dans la vie normale de quelqu'un, il a 1 heure ou 2 par jour pour lui. C'est tout. C'est tout ce qu'il a de son temps, quoi, de sa vie sur Terre. Et, en fait, bah, même cette heure-là, il faut faire le ménage, il faut réfléchir aux invitations, il faut faire à manger, il faut faire des trucs chiants, quoi. Donc en fait, et puis alors si t'as de la chance et que t'as quand même encore malgré ça 1 heure, t'es tellement fatigué, t'en as tellement plein la tête que tu vas aller t'avachir devant une série parce que t'es crevé, quoi. On- Tout est fait en fait pour qu'on ne réfléchisse pas. Et quelque part, oui, comme tu dis, hein, les grands bouleversements. Moi, par exemple, j'ai vécu un gros burn-out dépression, quoi. J'ai été en arrêt maladie pendant 1 an et demi. C'est énorme. Ça a complètement transformé ma vie. Et ça a complètement, bah, du coup, tu vois, j'ai changé de travail après, je me suis mise à mon compte, et j'ai une vision maintenant de mon temps qui est ultra précieuse, quoi. Et ça change tout dans comment tu regardes ta vie, hein. Est-ce que tu te sens porte-drapeau d'un mouvement, ou dit autrement, est-ce que tu te sens vraiment investi d'une mission collective? Non, non. En fait, par la force des choses, ça nous est arrivé. On en parle des fois avec Herveline parce qu'en fait, on a été dans les premières à parler de ça. C'est-à-dire que voilà, il y a Bea Johnson qui nous a amené le zéro déchet d'outre-Atlantique en France. Voilà, on a été vraiment dans les deuxième ou troisième à écrire des livres sur le sujet. Et depuis, ça pullule et c'est très bien. Donc, il se trouve que par hasard, on a été un peu dans les premières à le faire. Maintenant, je veux dire, les gens se sont appropriés ça, quoi. Je veux dire, maintenant, dans la vie de tous les jours, l'écologie, la consommation, ça fait partie des préoccupations des gens. Après, investi d'une mission, bah justement, hein, mon burn-out m'aura permis de me dire que non, non, moi, je ne veux pas me sentir investie de quoi que ce soit parce que je veux pas faire peser sur mes épaules des choses qui ne sont pas de ma responsabilité, en fait. Parce que bah, tu l'auras compris que voilà, moi je suis sujette à trouver triste comment se porte le monde aujourd'hui, quoi. Des fois c'est dur et j'éponge, en fait, voilà, j'éponge beaucoup, c'est ça mon problème. Euh, et que du coup
je veux pas me sentir investie d'une mission, d'ouvrir les yeux aux gens, parce que quand tu te sens investi d'un truc, ça veut dire que tu as des attentes, et quand tes attentes n'arrivent pas, tu es déçu, tu vois. Et et quand et voilà, très souvent, je me dis mon Dieu, ça va pas assez vite, les gens se rendent pas compte, blablabla et tout. En fait, est-ce que ça fait avancer la cause que je me dise ça? Bah non, en fait, hein. Moi, ce que je me dis toujours, c'est le monde n'ira pas mieux si moi je vais mal, hein. Donc, j'ai pas. Pourquoi je serais plus investie d'une mission, moi, que quelqu'un d'autre, en fait. Je suis juste une personne avec deux mains et deux jambes, c'est tout. Et c'est ça justement que j'ai envie de dire aux gens, c'est arrêtez de croire que d'autres sont investis, que d'autres vont faire à votre place, etc. Quoi, hein. Les autres, même pour discuter avec des personnes qui tiennent des comptes militants, par exemple sur Instagram ou quoi, derrière chaque association, derrière chaque compte militant, derrière chaque auteur engagé, il y a juste un être humain, quoi, hein. Un être humain comme vous. Donc, c'est aussi à chacun de prendre ses responsabilités, et aux personnes qui portent leur voix publiquement comme moi, de se dire que elles font de leur mieux. Voilà, c'est tout. Ni plus ni moins. Quand on a échangé la première fois toutes les deux, tu m'as dit je me sens pas minimaliste. Je suis pas minimaliste. Euh, est-ce que c'est devenu un gros mot? Alors, je pense pas que ce soit devenu un gros mot, hein. Après, une mode. Pas un gros mot, mais un truc tarte à la crème, quoi. Enfin, ah ouais, c'est bon, elle est minimaliste, quoi. Finalement, comme un peu, enfin, voilà, genre la tendance, euh, une tendance, mais un peu, voilà, bobo chic, tu vois, un peu comme elle est Mm. végane, elle est Ouais, ouais. végétarienne, voilà, elle est minimaliste, voilà, tous ces trucs. Je sais qu'il y a des gens qui pensent ça. Est-ce que tu prends de la distance par rapport à ça ou ça n'a rien à voir? Moi, en fait, je ne peux pas entendre que ce mouvement-là est une mode, parce que c'est ultra faux, en fait, vraiment, mais factuellement, c'est faux. J'ai fait un petit post la dernière fois sur mes réseaux sur lors d'un voyage en Inde, tu sais, j'ai visité un temple Jain. Là, les Jain, c'est un mouvement religieux de personnes véganes, en fait. Finalement, est-ce que c'était sûrement les premiers véganes, quoi. Donc, le véganisme ne date pas de Jeanne Zoé qui va chercher son steak industriel de tofu en vélo à Paris, quoi. En fait, le véganisme est tellement, tellement plus ancien. Et pareil pour le minimalisme, qui a des fondements philosophiques qui datent de hyper, hyper loin. Enfin, je veux dire, les philosophes de l'Antiquité parlaient déjà du minimalisme. L'écologie, la connexion à la nature et tout, c'est pareil. Là, on part sur des choses qui sont philosophiques, religieuses ou spirituelles au moins. Euh, enfin, comment dire que ce sont des modes alors que ce sont juste des choses qui datent de tellement, tellement, tellement longtemps. Et en fait, au contraire, je vois que moi, dans ma tête, je vois ça comme ça. Je vois que l'humanité a eu un moment, une espèce de bug, quoi, une espèce d'erreur de parcours au moment de la révolution industrielle. Et en fait, ça fait quoi 150 ans, je dis n'importe quoi, hein, j'ai pas les chiffres en tête, mais ça fait genre 150 ans qu'on a complètement buggé dans notre manière d'être à la terre et de consommer. C'est, je veux dire, c'est une fourmi dans le. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais, minuscule. ouais. Donc, la vraie norme, c'est plutôt une norme de bon sens, en fait, de minimalisme et de vivre en bonne entente avec la nature. Et voilà, on a bugué très récemment, quoi. On est en train de se réajuster. Voilà, c'est un peu comme un ado qui part, enfin un jeune adulte qui part de chez ses parents et qui va se nourrir de pizza pendant 3 mois et de coca et tout, et qui tout à coup va se dire ouais non là c'est trop en fait. Attends,
je me remets bien. Et j'ai l'impression qu'au niveau de l'humanité, on est un peu en train de, de faire ce chemin-là. Donc, bien au contraire, pour moi, loin de l'idée que ce soit une mode, au contraire, c'est un retour à l'essentiel, quoi. Sur un autre sujet, alors au passage, j'ai adoré ton analogie du jeûne et de la pizza. Mais, est-ce que est-ce qu'il fait bon être minimaliste, adopter une démarche minimaliste et gagner beaucoup d'argent? J'ai l'impression que c'est un peu comme être de gauche et avoir plein de thunes, tu vois. Oui, ouais. J'ai l'impression qu'il fait pas bon. Maintenant, j'ai l'impression qu'on a réconcilié écolo et avoir l'argent. Ça, j'ai l'impression que c'est à peu près ok. Mais comme comme les gens imaginent avoir de l'argent avec avoir des possessions, plein de choses, etc. J'ai l'impression qu'il fait pas bon encore être minimaliste et avoir beaucoup d'argent ou vouloir beaucoup d'argent. C'est des sujets auxquels tu es confronté. Est-ce Oui, que ouais, ouais. dans le... Vas-y, dis-moi. Oui, oui, dans le groupe, on a eu pas mal ce genre de questionnement. J'en parle avec mes abonnés aussi. Alors, il y a pas mal de gens qui, du coup, après avoir complètement repensé leur consommation, font le choix de travailler moins et donc de gagner moins d'argent. Mais il y a aussi des personnes, voilà, qui ont de l'argent et qui savent plus finalement quoi en faire une fois qu'ils ont repensé tout ça. Euh, En fait, moi, j'ai toujours perçu l'argent comme un outil. Et l'outil n'est pas la construction que tu fais avec. Tu vois ce que je veux dire? Donc, euh, je pense qu'il faut se refocaliser sur justement notre baie de besoins, quels sont nos besoins psycho-affectifs, comment les combler, qu'est-ce qui nous fait du bien dans la vie, qu'est-ce qui nous rend heureux, machin. Et ensuite, l'argent est un des outils qui va nous permettre d'atteindre ça. Pour moi, enfin, c'est pas incompatible d'avoir beaucoup d'argent et d'être minimaliste ou d'être écolo. C'est juste que euh, c'est pas nécessaire en fait. Après, euh, du coup, tu peux poursuivre ton but avec cet outil-là particulier. Tu peux contribuer quoi. Tu peux contribuer à je sais pas, des associations, monter des trucs. Enfin, il y a 1000 manières de dépenser son argent, hein. Et même moi, plus récemment, la question qui m'a traversée, c'est j'ai quand même le droit aussi d'avoir de l'argent pour moi. Parce que dans le milieu écolo, il y a quelque chose de très sacrificiel. Voilà. Il faut tout donner, Mm. hein, jusqu'à sa dernière chemise pour la cause, quoi. Tu vois, quand t'es engagé, tu n'existes plus, en fait. Tu te fais dévorer par ta cause. Et moi, c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal en ce moment, donc je suis en train de me dégager. Et en fait, on a tout à fait le droit de s'octroyer des plaisirs et d'avoir même de l'argent pour soi. Il n'y a pas de pourquoi ce serait incompatible. Je vois pas. C'est incompatible uniquement dans notre tête, hein, avec la vision. Voilà, soi-disant que quand on est de gauche et quand on est minimaliste, l'argent c'est sale, l'argent c'est souvent on imagine qu'il est mal acquis, qu'il est mal euh, l'argent, c'est rien en fait. L'argent n'existe pas. L'argent, c'est juste des chiffres sur un ordinateur en fait, hein. C'est dingue. La seule chose qui existe, c'est c'est les choses qu'on voit et qu'on peut toucher, quoi. C'est l'alimentation, c'est notre toit sur la tête et c'est notre relation, nos émotions, nos relations aux autres ou quoi. Tout ça, ça existe. L'argent, pour moi, ça n'existe pas, c'est au mieux un outil, quoi. Après, bien entendu, dans la limite de quand tu en as assez pour assouvir tes besoins vitaux, hein, on est d'accord. Tu décris en fait une forme de surenchère qui peut arriver où effectivement on veut être le parfait minimaliste, comme on veut être le parfait écolo, comme on veut être le parfait militant. Enfin, tu vois, c'est effectivement à un Mm. moment donné, elle est où la limite, quoi? C'est-à-dire que c'est quoi? Est-ce que la limite du minimalisme, c'est le dénuement? Oui, Est-ce que parce que des gens font le choix de tout rendre et de vivre avec une valise,
c'est ça le parfait minimaliste et qu'on est obligé et que c'est l'aboutissement de ce qu'on fait. Et en fait, déjà, c'est très personnel. Il y a des gens qui vont avoir besoin d'aller jusque-là pour y rester ou pour faire marche arrière, mais se confronter à une forme de limite. Et puis, c'est pas la voix de tout le monde, en fait. Chacun a sa voix. Il n'y a pas une façon d'être minimaliste. Mais franchement, je sais que, oui, ça peut questionner la limite, justement. Et mais la limite, en fait, il n'y a que nous qui pouvons la poser. C'est ça, en fait. Exactement. C'est ça que vraiment il faut retenir. Surtout, enfin moi, c'est un des grands apprentissages de ma vie parce que je suis quelqu'un qui a tendance à me laisser, comme je disais, j'éponge beaucoup et je me fonds avec la cause parce que voilà, j'ai un grand sens de la justice. Voilà la préservation du vivant, des liens. J'ai des émotions qui sont fortes et tout, donc j'ai tendance à me fondre. Le problème, c'est que plus tu vas te fondre, plus aussi les attentes des autres vont être grandes. Et il y a quelque chose de complètement pas logique dans cette histoire qui fait que plus tu en fais, plus on t'en demande. Ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Et en fait, tout ça pour dire que à force d'avoir énormément culpabilisé sur le fait que j'en faisais pas assez, sur le fait que j'avais des dissonances cognitives, sur le fait que, en plus, moi, en tant que personne publique sur ce sujet-là, je me dois évidemment d'être encore plus parfaite que tout le monde. Et à force de culpabiliser, c'est une cocotte minute, en fait, ça explose. Si on veut tenir sur la durée, il faut s'autoriser des soupapes absolument. C'est primordial. Hein. J'ai 2 questions pour terminer, Marie. La première, c'est que donc il y a suite à ce burn-out, tu le disais, tu as fait le choix de quitter ton ancien job et de te lancer en indépendante. Je sais parce que tu me l'as dit que ça n'a pas été un chemin facile parce que c'était pas naturel pour toi de te lancer dans une voie un peu plus entrepreneuriale. La question que je me pose, c'est est-ce que ce changement professionnel a à nouveau questionné ton rapport à l'argent dans le sens où tout d'un coup, bah, tu devais mettre une valeur sur tes prestations. Tu dois gagner l'argent que par toi-même, enfin t'en remettre à ton simple travail. Et créer une offre, développer une clientèle et vraiment cette question de quelle valeur je mets à mon travail, tu vois. Ouais. Quelles sont les difficultés auxquelles tu as été confrontée, tu vois, quelles sont les limites que tu as rencontrées au moment où tu as fait cette bascule? Oui, oui. En fait, j'ai été percutée de plein fouet par tout ce que tu racontes. En plus, je viens d'une famille de salariés où, en fait, dans ma famille, il y a une espèce d'énergie un peu du manque et de la peur, puisque ma mère s'est retrouvée orpheline. Elle a travaillé en tant que salariée toute sa vie dans la même boîte. Donc cette boîte-là, c'était un peu le côté paternel, quoi. Tu sais, très très rassurant. T'es employé, il peut rien t'arriver, la sécurité de l'emploi. Ma mère rêvait d'être prof, malheureusement, elle a pas pu l'être. Elle rêvait pour ma sœur et moi que si on avait pu travailler dans la fonction publique toute notre vie, elle aurait été la plus heureuse, tu vois. Donc, tu vois de quel milieu je viens. Ouais. Personne du tout dans l'entrepreneuriat dans ma famille. D'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que ma petite sœur, très peu de temps après moi, s'est lancée dans l'entrepreneuriat aussi. Donc, ma mère est en PLS. Bref. Et donc, même si je pensais avoir un rapport à l'argent plutôt sain, hein, on va dire. Je pense que le rapport à l'argent, c'est un peu comme notre état psychique. En fait, on a tous des névroses, hein, on les gère plus ou moins. Bon, moi, je pense que j'avais un rapport à l'argent plutôt sain, mais ça m'empêchait pas d'avoir des peurs, comme tout le monde, d'avoir des pensées limitantes, comme tout le monde. Et, et l'entrepreneuriat est une école de développement personnel à elle toute seule. Hein. Bien évidemment que j'ai peur. Il y a plus cette notion de en fait, en entrepreneuriat, tu peux pas être médiocre. Tu peux pas faire acte de présence et rêvasser ou quoi que ce soit. Tu peux.
En fait, tu es ton outil de travail, quoi. Et ça, c'est super bizarre. Et le fait de ne pas avoir des ressources garanties et régulières, ça me fait régulièrement ultra flipper, c'est clair. Et alors, ce qui en plus n'arrange pas les choses pour moi, c'est que je suis justement dans un milieu écolo, décroissant, minimaliste, tu vois. Donc, en plus d'avoir les peurs de l'entrepreneuriat comme tout le monde, je suis dans une niche où la consommation, enfin, est mal vue, où gagner de l'argent c'est mal vu, etc. Donc, je pense que j'ai pas choisi la facilité, mais ce qui me sauve, c'est de chercher toujours mon alignement et c'est de rester authentique. C'est-à-dire, j'ai jamais essayé de faire croire à qui que ce soit que j'étais parfaite et que j'agissais parfaitement. Je pars du principe que je documente mon chemin en fait. Donc, oui, oui, je suis confrontée à toutes ces difficultés, mais je fais avec et pour autant, je pense que je ferais machine arrière pour rien au monde, quoi. Ne serait-ce que pour la gestion de mon temps, ne serait-ce que pour ça. Il faudra que je fasse un jour un épisode sur ce sujet-là, effectivement, du passage à l'entrepreneuriat, devenir indépendant, de ce que c'est de mettre un prix sur son travail, sur son talent, sur son temps. Il y aurait tellement de choses à dire. Je vais te laisser le mot de la fin. J'ai tendance à demander à mes invités. Alors, on a finalement, on l'a beaucoup fait pendant l'épisode, mais si tu avais une phrase, une question pour interpeller les auditeurs, qu'est-ce que tu aurais envie de leur poser comme question ou de leur donner comme question? Ça, oh là là, c'est tellement vaste. En fait, à chaque fois que moi, par contre, quand on me pose une question en conférence ou à l'écrit ou sur mes réseaux, je réponds souvent. Et qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est-à-dire j'adore. ramener les gens vers leur intérieur, en fait, vers leur intérieur, leur intuition, et leur dire qu'ils savent que en fait on est dans une période de transition aujourd'hui où il n'y a pas de solution parfaite, donc c'est ok, voilà, on peut passer à autre chose maintenant, et de se poser des questions vraiment en leur âme et conscience, quoi. C'est-à-dire de pas attendre de l'extérieur qu'on leur dise ce qu'il faut faire ou pas, comment il faut consommer, qu'est-ce qu'il faut acheter ou pas. J'aimerais bien que chacun, en fait, assume un peu ses valeurs, quoi. Les porte fièrement, en fait. Fièrement. Sans avoir peur de passer pour un écolo relou, nanani, ou sans faire la morale aux autres, mais juste, enfin, je veux dire, c'est tellement une belle chose d'avoir des valeurs de partage, de justice et d'écologie, c'est beau, quoi. Donc, donc voilà, c'est tout. J'adore, Marie. J'adore. En fait, moi, j'aime beaucoup quand les gens utilisent cette rhétorique avec les enfants. Alors, je suis pas en train de dire que c'est infantilisant, au contraire. Mais tu sais, quand les enfants te posent des questions naïves, tiens, bah, machin en classe, il m'a dit que le Père Noël n'existait pas, ou il m'a dit que telle personne, elle était nulle, elle était chiante. Ah bon? Et qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais. Et qu'est-ce que t'en penses, toi? Et toi, tu crois quoi, en fait? Ouais. Il t'a dit ça, t'as entendu ça, on t'a dit ça, nous on a dit ça à la maison, papa et moi, mais toi t'en penses quoi en fait? Et au contraire, c'est une manière de faire grandir l'enfant et lui dire, bah t'as le droit de penser quelque chose qui est peut-être un petit peu de ce qu'a dit lui, un petit peu de ce qu'a dit elle, et un petit peu de ce qu'ont dit papa et maman. mais ouais, bah voilà, c'est une façon de faire grandir les gens. Et puis bah merci Marie, merci Marie pour cette causerie. Où est-ce que voilà, les gens qui ont envie de te suivre, on les renvoie où? On les renvoie sur Insta? Oui, oui, on peut les renvoyer sur Instagram, Facebook. J'ai du coup mes réseaux sociaux au nom de mon blog, La Salade à tout. J'ai mon blog, La Salade à tout. Et puis voilà, c'est là où je suis le plus présente. Autrement, bah, j'anime des conférences quand c'est possible. Effectivement, j'ai ma casquette
d'autrice, mais là où je suis le plus active, effectivement, c'est sur mes réseaux sociaux. Ouais. Voilà, donc si vous avez envie de prolonger la réflexion, il y a les 2 livres. Je vais pas redonner les titres, je les ai mentionnés, puis ils seront en description de l'épisode. L'Instagram de Marie, son blog. Et puis voilà, j'imagine qu'il y a plein de choses en plus en ligne, d'autres podcasts où tu as été interviewée, des vidéos et tout. Enfin voilà. Merci pour ce super message de consommation responsable et d'écologie décomplexée. Voilà. Merci pour l'invitation. Bah, je t'en prie, je pense que ça m'a fait super plaisir. J'espère que les auditeurs prendront autant de plaisir que j'en ai pris à explorer tous ces sujets. Voilà. Salut Marie et salut aux auditeurs. Prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye. Merci d'avoir écouté cette causerie jusqu'au bout. Quel est le message que tu as envie d'emmener avec toi après avoir écouté ce long épisode ? Qu'est-ce que tu as envie de t'approprier de cet épisode, de mettre en pratique ? Quelle est l'intention que tu vas décider d'adopter à partir de maintenant ? Voilà moi ce que je retiens en fait de cet épisode. Je dirais que j'ai retenu 3 choses. La première, c'est cette volonté, c'est ce mot que les Anglais utilisent, l'empowerment, rendre le pouvoir à l'autre. J'aime beaucoup cette démarche qu'a Marie en fait. Elle n'est pas la seule, avec Herveline aussi, mais qu'elle a de se dire en fait, moi je fournis pas les solutions et les réponses aux gens, mais je les guide et je les aide à trouver leurs propres solutions. Ça, je trouve ça assez fort, le fait de rendre chacun responsable de sa trajectoire. Le deuxième message que je retiens, c'est stop à la course à la perfection et au prêt-à-penser, comme l'appelle Marie. En gros, il n'y a pas de bonne façon de faire... de bien consommer. Il n'y a pas une façon parfaite, bien standard, la mieux de faire, de consommer, de consommer responsable, écologique, de faire ses courses et du coup d'arrêter de se polluer avec de telles considérations de qu'est-ce qui est mieux dans l'absolu, mais plutôt qu'est-ce qui est mieux pour moi ou en accord avec mes valeurs et qu'est-ce qui est possible de faire aussi. Et enfin, la dernière chose qui m'a marquée dans cet épisode, et je pense que vous l'avez compris, c'est cette prise de conscience que j'ai eue que, effectivement, peut-être des fois on se raconte des histoires sur la gêne qu'on peut, alors notre propre gêne à aller voir les autres, ou peut-être on suppose la gêne qu'on peut provoquer chez l'autre, et du coup, en fait, acheter devient souvent une solution de facilité par rapport au fait de demander à l'autre, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est une belle prise de conscience pour moi. N'hésitez pas du coup à diffuser cet épisode largement autour de vous. Parlez-en à votre sœur, à votre père, à vos collègues, à vos enfants, à vos voisins et je ne sais qui d'autre. Et puis à prendre aussi également 2 minutes pour ajouter une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Je lance également un appel à ceux et celles qui parmi vous aimeraient prendre la parole pour raconter leur histoire derrière ce micro. D'ailleurs, je suis en préparation de nouveaux épisodes story, rien qu'avec vos histoires. Vous savez, les stories, c'est ce format un peu plus court, on va dire une 30aine de minutes, dans lequel je m'efface totalement pour vous laisser derrière le micro raconter votre histoire. Donc voilà, si vous vous sentez appelé, je sais que des personnes me contactent, principalement par Instagram, pour me dire j'aimerais raconter ça. Merci à ces personnes-là qui s'auto-censurent pas et qui, du coup, en faisant ça, apportent énormément aux autres. Je trouve ça super génial, donc merci beaucoup. Et pour suivre les dernières stories, aussi les derniers témoignages, tous les témoignages que je poste régulièrement des personnes que j'ai accompagnées, je vous donne rendez-vous sur Instagram, vraiment de tous les canaux qu'il y a sur lesquels je peux éventuellement prendre la parole de temps en temps. C'est vraiment Instagram où l'actualité est là tout le temps, où vous aurez vraiment toujours les dernières fresh news, comme on dit. Donc voilà, j'y suis juste beaucoup plus présente et active que partout ailleurs. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous comme d'habitude et de vos finances. Ciao, bye bye!